Au fil des années, nous avons appris que la peur peut prendre de nombreuses formes. Elle peut se manifester sous la forme d'une silhouette qui apparaît dans l'obscurité d'une pièce, comme une présence silencieuse qui t'observe depuis la rue, ou même sous la forme de lumière dans le ciel, qui défie toute explication logique. Ce soir, nous t'invitons à nous accompagner dans un voyage à travers 3 récits qui nous montrent que la terreur ne vient pas toujours de ce que nous pouvons voir clairement, mais de ceux qui rôdent dans les ombres, peut-être même dans notre propre esprit. D'abord, nous rencontrerons une femme qui, dans l'endroit le plus intime de sa maison, a été témoin d'une apparition impossible, une silhouette qu'elle ne pourra jamais oublier. Ensuite, des lumières dans le ciel, ces éclats nocturnes qui ne semblent pas appartenir à ce monde, nous rappellerons qu'il existe des choses là-dehors que nous ne pouvons ni contrôler, ni même comprendre. Et enfin, une famille sera à jamais marquée par la visite mystérieuse d'une femme vêtue de noir, qui semble être venue pour quelqu'un, pour l'un d'entre eux. Alors prépare-toi pour une nuit de terreur, car ce que tu entendras aujourd'hui pourrait rester avec toi bien longtemps après la fin de cet épisode. Je m'appelle Anna. Bienvenue à Astérisque, les frissons d'Anne. Bonsoir Uriel et à toute la communauté. J'espère que vous pourrez partager mon histoire. Mon nom n'est pas important, mais ce qui suit l'est. Ce qui suit m'est arrivé à Saltillo, Coahuila. Il y a de nombreuses années, j'habitais une maison que je louais avec une amie près de l'Athénéo. Elle était étudiante et venait d'une autre ville, donc elle passait beaucoup de temps à faire la fête. Nous partagions la même chambre et parfois, je devais écouter comment elle s'amusait avec une conquête pendant que j'essayais de dormir. Car moi, je ne faisais pas d'études, je devais travailler. Une nuit, après une journée éprouvante au travail, je me suis allongée sur mon lit et j'ai commencé à écouter de la musique avec des écouteurs. Mais peu après, j'ai entendu un coup à la porte principale. J'ai mis ma musique en pause et j'ai vu que c'était mon amie qui arrivait d'une fête, accompagnée de Paola, une amie qui vivait dans l'appartement d'à côté, et d'un garçon. Ils étaient tous les 3 un peu ivres et sont entrés en riant et en titubant. Mon amie est entrée dans la chambre et m'a dit que Paola dormirait avec moi et qu'elle dormirait avec le garçon. Ce n'était pas mon affaire. Et puis, j'aimais beaucoup Paola, donc cela ne m'a pas dérangée. Le problème, c'est que j'étais très fatiguée et que j'étais presque en train de m'endormir. Mais il n'arrêtait pas de rire et de discuter, interrompant ma musique et mes tentatives de dormir. Et quand j'ai finalement décidé de me joindre à la conversation, tout le monde s'est soudainement préparé à dormir. Ce qui m'a un peu agacée. Pour être honnête, le sommeil m'avait complètement abandonnée. Alors, je suis simplement restée à regarder le plafond, pensant à tout et n'importe quoi. Puis, quelque chose s'est passé, en un clin d'œil, littéralement en un clin d'œil. Soudain, une silhouette est apparue au-dessus de moi. C'était une femme penchée qui me fixait intensément. Son apparence était extrêmement intimidante, avec des dents pointues. Ce dent était jaune et pointu, et ses lèvres étaient couvertes d'une sorte de substance noire, comme du goudron, qui tachait certains de ses dents. Elle faisait un mouvement étrange avec ses lèvres, comme si elle essayait un rouge à lèvres, émettant un son terriblement effrayant. Imaginez une femme extrêmement vieille en train de tenir la voyelle E.
Elle portait une chemise de nuit blanche, et ses cheveux, si en bataille, m'empêchaient de bien voir ses yeux. Mais ce que j'ai pu distinguer, c'était uniquement de l'obscurité dans son regard. La lumière du lampadaire de la rue, qui illuminait l'angle où nous vivions, m'a permis de distinguer certains détails. Mais le plus terrifiant n'était pas son apparence, bien qu'elle semblait tout droit sortie d'un cauchemar. Ce qui m'a le plus effrayée, c'était ses mains, ce qu'elle tenait. Elle tenait des ciseaux énormes, anciens, du genre entièrement en métal et très longs, qu'elle tenait juste au-dessus de mon abdomen. Ces mouvements étaient étranges, comme si elle était bloquée ou glitchée. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. J'étais horrifiée. La peur me paralysait. Je ne pouvais bouger un seul doigt, car j'avais l'impression qu'à tout moment, elle allait me tuer avec ses maudits ciseaux. De nombreuses pensées me sont venues à l'esprit. Qu'est-ce que c'est? Qui est-elle? Comment est-elle entrée sans que l'on entende la porte, habituellement si bruyante? Comment est-il possible qu'elle soit simplement apparue en un instant? Était-ce réel ou étais-je en train de rêver? Puis, j'ai pensé que c'était peut-être quelqu'un qui s'était échappé de prison, d'un hôpital psychiatrique ou quelque chose du genre. Mais j'ai immédiatement réalisé que l'hôpital le plus proche était très loin d'où je vivais. Surtout que cette femme semblait vraiment folle. Pourtant, à ma connaissance, il n'y avait aucun endroit de ce genre près de chez moi. Et cette théorie me paraissait trop tirée par les cheveux, comme sortie d'un film d'horreur. Je me souviens que je ne pouvais que pleurer. Je me souviens de mes larmes coulant sur mon visage. Et je me suis dit, c'est bon, si elle va me tuer, je préfère ne pas le voir. Alors j'ai commencé à bouger les doigts et j'ai essayé de tirer mon amie pour la réveiller. Cependant, elle ne fit que se retourner en me tournant le dos. Je pouvais sentir que cette chose se moquait de moi, tandis que je tentais désespérément de réveiller Paola. Juste au moment où je pensais que ce que je voyais ne pouvait pas être pire ou plus inconcevable, j'ai commencé à entendre un grincement métallique au pied de mon lit. Lentement, j'ai baissé les yeux, j'ai regardé, et juste en face de moi, il y avait un enfant. C'était quelque chose qui ressemblait à un enfant, d'environ 4 ou 5 ans, à en juger par sa taille. Il n'avait pas de cheveux et était assis sur un tricycle très vieux, tournant en rond. J'aurais souhaité m'évanouir pour ne plus voir cette scène, et j'ai un peu honte de l'admettre. Mais je me suis fait pipi dessus. Comme par miracle, soudain, mon corps s'est libéré et j'ai pu bouger. La première chose que j'ai faite a été de me tourner rapidement et de serrer mon amie dans mes bras avec force. Là, j'ai crié et éclaté en sanglots, ce qui les a évidemment enfin réveillés. En se retournant pour me demander pourquoi j'étais dans cet état, mon amie s'est immédiatement alarmée et a commencé à crier « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» Elle répétait encore et encore, se collant désespérément contre le mur. Je lui ai crié que je ne savais pas ce que c'était, que surtout, elle ne devait pas le regarder. Et je lui ai demandé si elle voyait la même chose que moi. Elle a pointé du doigt, mais cette chose n'était plus derrière moi. Elle se trouvait maintenant au pied du lit de mon ami, là où était le garçon. Notre agitation a réveillé tout le monde. Nous avons commencé à crier tous les 4, fixant le même point dans la pièce. Au milieu des cris, Paola m'a dit d'allumer la lumière. Nous voyions tous une ombre noire qui nous observait.
Je me souviens que la lumière mettait quelques secondes à s'allumer après avoir actionné l'interrupteur. Et j'avais terriblement peur, car il fallait que je m'approche de cette ombre pour l'allumer. J'ai demandé au garçon d'allumer la lumière, mais il était encore plus terrifié que nous. Il s'accrochait aux couvertures comme si elles étaient un bouclier, et il ne savait même pas où se trouvait l'interrupteur. Je lui ai crié qu'il était un lâche, et je me suis levée pour allumer la lumière. Je vous jure, communauté, que ces 2 secondes ont été les plus longues de ma vie. Quand la lumière s'est enfin allumée, l'ombre avait disparu, ainsi que l'enfant sur le tricycle. Nous avons tous soupiré profondément et nous nous sommes regardés, confus, sans comprendre ce que nous venions de voir. Paola m'a demandé de laisser ma lampe allumée. Et bien qu'ils soient épuisés par la fête, ils ont mis beaucoup de temps à s'endormir. De mon côté, j'étais encore perdue dans mes pensées, le regard vide. Ils avaient vu l'ombre, ce qui m'a un peu rassurée, car cela signifiait que je n'étais ni folle, ni en train de rêver. Mais ils n'avaient pas vu le visage, les mains, les ciseaux, et encore moins l'enfant. Ils avaient simplement vu une ombre, mais c'était suffisamment réel pour leur faire peur. Je me souviens que cette semaine-là, je suis allée dormir chez ma grand-mère, car ma maison me terrifiait. J'avais déjà supporté qu'on me déplace des objets sous mes yeux, qu'on ouvre et ferme les portes. Mais ce qui s'était passé cette nuit-là était trop pour moi, bien au-delà de ce que je pouvais tolérer. Peu de temps après, j'ai finalement déménagé. Et même si des années ont passé, je me demande encore ce qu'était cette chose. J'ai entendu de nombreuses histoires ici même sur des récits de sorcières. Et la manière dont on les décrit ressemble beaucoup à ce que j'ai vu. Depuis ce jour, je me demande si ce que j'ai vu était vraiment une sorcière. Mais pourquoi une sorcière voudrait-elle me faire peur ainsi? Qu'avait-elle à y gagner? Ou que voulait-elle faire? Que voulait-elle accomplir et qu'elle n'a pas pu, parce que j'ai réussi à me réveiller, à réveiller les autres? Et si ce n'était pas une sorcière, qu'est-ce que c'était alors? Parce qu'au moins l'ombre, je sais que ce n'était pas un cauchemar, que ce n'était pas le fruit de mon imagination, puisque nous l'avons tous vu, même le garçon, qui ne savait rien de cette maison. Nous l'avons tous vu. Qu'est-ce que cela pouvait être alors? Une sorcière ou une âme très, très tourmentée? Parfois, ce que nous ne pouvons pas expliquer nous oblige à tourner notre regard vers l'inconnu. Les sorcières, les sorts et ces présences anciennes nous rappellent qu'il y a des secrets enfouis dans la terre, sous nos pieds ou dans l'obscurité de la nuit. Mais toutes les réponses ne se trouvent pas ici, parmi nous. Certains mystères, certains regards que nous sentons dans notre dos viennent de bien plus loin, du ciel. Parfois, des lumières brillent là où elles ne devraient pas être. Ce qui suit n'est pas un récit de magie ou d'anciens rituels, mais des histoires de quelque chose d'autre. Quelque chose que l'on ne trouve pas toujours dans les livres ni dans les légendes, mais qui pourtant continue de nous observer depuis les étoiles. Bonjour à toute la communauté, je m'appelle Barbara et je viens d'Équateur. Il y a quelques mois, j'ai commencé à écouter vos récits. Ils m'aident beaucoup à me distraire des problèmes quotidiens. C'est pourquoi j'ai décidé de partager cette histoire qui, je dois le préciser, n'est pas exactement la mienne, mais celle de mon père. Il me l'a racontée de nombreuses fois,
et cela continue toujours de m'émerveiller, tandis que pour lui, cela reste aussi troublant que la première fois qu'il l'a vécu. Malgré le temps, il cherche encore des réponses à ce qui lui est arrivé. Je vais maintenant vous partager l'histoire qu'il a rédigée avec mon aide. À partir de maintenant, ce sera donc à la première personne, dans les mots de mon père. C'était dans les années 90, à Quito, en Équateur. À cette époque, il était très courant qu'il y ait des fêtes partout en ville. Et il n'était pas rare de croiser beaucoup de gens dans la rue jusqu'à tard dans la nuit, ce qui n'est malheureusement plus possible aujourd'hui en raison des vagues d'insécurité que traverse actuellement le pays. C'est pourquoi je passais toujours mes week-ends avec mes amis, dans des fêtes et des réunions qui duraient jusqu'au petit matin. Lors d'une de ces occasions, je suis sortie d'une fête, car j'avais prévu d'aller voir des amis à une autre fête qui se trouvait à moins de 30 minutes à pied. La ville n'était pas aussi grande qu'elle l'est aujourd'hui, ce qui permettait de se rendre facilement n'importe où avec une simple promenade. De plus, le quartier de mes amis était celui où j'avais grandi, que j'avais dû quitter pour m'installer dans une autre ville. Mais chaque fois que je le pouvais, je revenais les voir, ainsi que ma chère Quito. C'est pourquoi cette marche, je l'avais faite des centaines de fois au fil des ans. Rien d'inhabituel pour moi. Tout se passait relativement bien, à part un léger vertige dû à l'alcool que j'avais bu. Mais ce n'était pas en grande quantité. Donc, mes sens étaient encore en alerte et j'étais très conscient de l'endroit où je me trouvais. Soudain, au moment de traverser la rue pour continuer mon chemin, une voiture, sortie de nulle part, m'a percuté. Tout s'est passé en quelques secondes. La voiture a à peine freiné, semblant vérifier ce qu'elle avait fait, puis elle s'est enfuie aussi vite qu'elle m'avait percuté. Quelques minutes plus tard, quand j'ai pu supporter la douleur, j'ai essayé de bouger, mais immédiatement, la douleur m'a frappé à nouveau. Il y avait des éclats de verre, du sang, mon pantalon était déchiré, et surtout, j'avais une grande blessure à la jambe. J'ai senti le froid dans mes pieds, car j'étais aussi sans chaussures. Sûrement à cause de l'impact, mes chaussures avaient été projetées. Tout cela me semblait aussi réel que je ressens ma respiration en ce moment même. Ce dont je me souviens ensuite, c'est d'avoir vu des lumières au loin, colorées, très brillantes. J'ai pensé que c'était des voitures, et je priais seulement pour ne pas être percuté à nouveau, et qu'au contraire, quelqu'un me voie allongé là et vienne m'aider. Mais les lumières ne faisaient que s'intensifier, et plus elles s'intensifiaient, plus je me sentais faible, jusqu'à ce que je perde connaissance. C'est ce que j'imagine. Le dernier souvenir que j'ai, c'est d'être allongé sur un brancard, froid, haut et argenté. Le dernier souvenir que j'ai, c'est cette sensation glaciale sur cette civière métallique. Je me suis réveillée dans un endroit totalement différent de celui où j'étais censée aller. J'étais dans un ravin. Je l'ai reconnu, c'était près de mon ancien quartier, mais c'était complètement illogique d'y être. C'était très éloigné de la route principale, à presque 1 kilomètre de l'endroit où j'avais été renversée. Vous voyez, ce ravin est maintenant une urbanisation très moderne. Mais à l'époque, c'était un endroit sauvage, rempli de végétation, où presque personne ne passait, car on disait qu'on y entendait des choses, qu'on y voyait des phénomènes étranges, des lumières dans le ciel, des ovnis.
Et c'est là que je me suis réveillée. Immédiatement, j'ai essayé de me rappeler ce qui s'était passé. Soudain, tout est revenu. L'accident, la voiture qui s'en allait, le sang sur mes vêtements, mes pieds nus et l'horrible blessure à ma jambe, la douleur insupportable et ces lumières étranges qui étaient mon dernier souvenir. J'ai vérifié mes bras, mes vêtements, mes chaussures, ma blessure, mais j'étais intacte, exactement comme avant l'accident. La seule chose étrange que j'ai trouvée, c'est qu'il manquait un œillet à ma botte droite. À cet endroit, à cet instant, je me suis sentie étrange, comme si j'avais été témoin de quelque chose dont je ne me souviendrai jamais. Je suis allée chez mon ami, là où je logeais. Il n'y avait personne. C'était un dimanche, et j'étais sûre qu'ils étaient allés à l'église. J'ai pris ma valise et leur ai laissé une note. Immédiatement, sans hésitation, je suis retournée dans la ville où je vivais à cette époque. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Je ressentais une étrange sensation de nostalgie, de douleur et d'anxiété. Et la nuit, j'avais des sueurs froides et des cauchemars. Mais au fil des jours, je me suis complètement rétablie. Je me sentais même mieux qu'avant cet événement, au point de l'oublier et de continuer ma vie. Après un certain temps, je suis même retournée à Quito, cette fois pour y vivre. Et j'ai rendu visite à mon ancien ami et à sa mère, dans cette maison où j'avais séjourné la dernière fois. Nous nous préparions pour passer un week-end de fête, comme au bon vieux temps. C'est alors que sa mère, une dame pour qui j'avais beaucoup d'estime, et c'était réciproque, nous a mis en garde de rentrer tôt. Elle nous a dit que les rues la nuit n'étaient pas sûres, surtout sur les routes, où les voitures roulaient à toute vitesse à ces heures-là. C'est alors qu'elle s'est souvenue de quelque chose, une histoire qu'une voisine lui avait racontée. Elle lui a raconté qu'une fois, alors qu'elle rentrait chez elle, elle avait vu un jeune homme se faire renverser par une voiture. Il s'était précipité pour essayer de l'aider, mais en arrivant sur place, il n'y avait plus personne. Il n'arrivait pas à y croire. La seule chose qui restait sur les lieux était une grande flaque de sang et un œillet qui semblait provenir d'une botte. Voilà, c'est l'histoire, communauté. Merci beaucoup d'avoir prêté attention au récit de mon père. Je vous en suis vraiment reconnaissante. Un salut à toute l'incroyable équipe de ton émission, à la communauté. Et permets-moi également d'envoyer un salut à mon père, le protagoniste de cette histoire, Mario Armas. Avant de continuer, nous voulons prendre un moment pour te remercier de nous accompagner ce soir. Nous savons que, comme toujours, tu es de l'autre côté, écoutant attentivement. Et cela nous fait sentir très proches de toi et de toute notre communauté. Tes oreilles et ton imagination sont ce qui maintient ces histoires en vie. Mais ne pars pas encore. Nous avons gardé peut-être le plus troublant pour la fin. Cette dernière histoire fait partie de celles qui t'accompagneront même une fois terminée. Une histoire qui, probablement, quand tu essaieras de fermer les yeux ce soir, sera toujours là, rôdant dans ton esprit. Alors, si tu oses, reste avec nous. Mais attention, après avoir écouté cette histoire, il se pourrait que tu ne puisses pas dormir. Mais pour l'instant, toi et moi, nous allons plonger dans la dernière histoire de cette nuit. Je m'appelle Ougay, et ce que je vais vous raconter s'est passé il y a quelques années, en 2018. À l'époque, mes enfants, Anselmito et Juliane, avaient à peine 6 et 3 ans.
Ils étaient très jeunes, et toute la responsabilité de m'occuper d'eux reposait sur moi, car mon mari, Anselmo, travaillait comme garde de sécurité et passait presque toutes ses nuits à l'extérieur. L'endroit où nous vivions n'était pas le meilleur, mais c'était tout ce que nous pouvions nous permettre à ce moment-là. Le quartier était isolé, avec des rues en terre et presque aucun éclairage public. Dès que la nuit tombait, les voisins se barricadaient et le silence qui régnait me faisait me sentir encore plus seule. Je me souviens que, cette nuit-là en particulier, les enfants s'étaient endormis tôt. Je suis restée dans le salon à regarder la télévision, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur ce qui se passait à l'écran. Quelque chose m'inquiétait, quelque chose que je n'arrivais pas à expliquer. C'était une sensation étrange, comme si l'air de la maison était plus lourd que d'habitude. Je me suis levée et suis allée à la porte. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose m'a poussée à jeter un coup d'œil dans la rue. Je n'ai entendu aucun bruit. Je n'ai rien vu au début, mais quelque chose m'a poussée à rester là, à attendre. Et puis, je l'ai vue. C'était une femme, entièrement vêtue de noir, marchant lentement dans la rue. Elle était à peine visible à cause du faible éclairage des lampadaires, mais juste au moment où elle est passée sous l'une des lumières les plus faibles, j'ai pu distinguer sa silhouette. Elle portait un châle sombre qui lui couvrait le visage, ne laissant voir que sa bouche. Je suis restée figée. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y avait quelque chose dans cette image qui m'a remplie d'une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant. La dame ne semblait pas pressée. Elle marchait très lentement, comme si elle savait exactement où elle allait. Et ce qui m'a terrifiée encore plus, c'est qu'elle se dirigeait vers ma maison. Je l'ai vue s'approcher de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle arrive à ma porte. Elle n'a pas frappé, elle n'a rien dit. Elle m'a simplement regardée depuis la rue. Et sans s'arrêter, elle est entrée comme si la grille n'existait pas. Un frisson m'a parcouru, mais je n'ai pas bougé. Je suis restée cachée derrière la porte en fer, observant cette femme pénétrer dans ma maison. Je lui ai demandé, presque en tremblant, « Que cherchez-vous » La dame ne m'a pas répondu. Elle bougeait simplement la mâchoire comme ces vieux à qui il manque des dents, faisant ce geste étrange en remuant la bouche. Je ne voyais pas ses yeux, je ne pouvais voir rien d'autre que ce mouvement. Puis, avec une voix rauque et faible, elle a demandé « Où est Anselmo ?» Je lui ai répondu qu'il n'était pas là, qu'il travaillait de nuit. À ce moment-là, la femme a fait un pas vers l'intérieur de la maison, comme si elle voulait voir quelque chose de plus. C'est là que je me suis énervée. Quelque chose en moi a réagi. Et je lui ai dit de partir, qu'elle n'avait rien à faire là. Je ne sais pas d'où j'ai trouvé le courage, mais je lui ai crié dessus. La dame s'est arrêtée, et sans dire un mot de plus, elle s'est retournée et est sortie dans la rue. Mais elle n'est pas partie. Elle est restée là, debout sous la lumière du lampadaire, comme si elle attendait quelque chose. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai appelé Anselmo et je lui ai raconté ce qui venait de se passer, qu'il y avait une femme horrifiante dehors qui me faisait peur. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que c'était probablement juste une femme du village qui s'était égarée ou qui n'avait pas toute sa tête. Mais en même temps, j'ai senti qu'il était préoccupé par ce que je lui racontais. Il était sur le point de rester pour faire un double quart de travail cette nuit-là. Mais lorsque je lui ai dit que cette femme avait demandé après lui,
il a décidé de demander la permission de rentrer à la maison. Il ne voulait pas prendre de risques pour les enfants ou pour moi. Quand il est arrivé, la femme n'était plus là. Anselmo a essayé de la chercher dans la rue, mais il n'a rien trouvé. La nuit était étrangement calme, comme si rien d'anormal ne s'était passé. Malgré tout, nous sommes restés éveillés tous les deux, avec une sensation très étrange. Environ une demi-heure plus tard, des policiers sont arrivés chez nous. Ils demandaient Anselmo. Nous avons été terrifiés, car nous ne savions pas ce qui se passait. Et c'est alors qu'ils nous ont annoncé la nouvelle. Il y avait eu une fusillade à l'endroit où il travaillait. Plusieurs de ses collègues étaient blessés. Et le pire, c'est que l'un d'entre eux avait perdu la vie. Anselmo n'en revenait pas. S'il n'était pas rentré à la maison, il aurait été là, en plein milieu de tout ça. Il est resté silencieux un long moment, ne sachant pas quoi dire, après que les policiers eurent pris sa déposition. Dans les jours qui ont suivi, Anselmo rentrait à la maison abattu, pas physiquement, mais moralement. Il n'arrêtait pas de penser à ce qui s'était passé. Et ses collègues ont commencé à se poser des questions. En effet, il était parti juste avant que tout ne se produise, à peine quelques minutes avant. Bien que personne n'ait dit quoi que ce soit directement, il était évident que certains pensaient qu'il y avait quelque chose d'étrange dans son départ précipité. Rien n'a été prouvé, aucune accusation ne lui a été faite, mais l'atmosphère au travail avait changé. Les regards n'étaient plus les mêmes, et nous avons décidé que le mieux serait de quitter la ville et de recommencer ailleurs. Parfois, je repense à cette nuit, à la dame en noir. Je ne sais pas qui elle était. Je ne sais pas si c'était un fantôme, un esprit ou la mort elle-même. Mais je suis convaincue que c'était un avertissement, un signe que quelque chose allait se produire. Anselmo ne travaille plus dans la sécurité privée, et bien que notre vie ait changé, je serai toujours reconnaissante à cette figure d'être apparue dans notre maison, de m'avoir poussée à appeler Anselmo et de l'avoir fait revenir. Car, bien que je n'ai jamais su qui elle était, ni ce qu'elle voulait, je suis convaincue que son apparition nous a sauvés d'un terrible destin.